Ok, alors on va attaquer une nouvelle partie, donc on va repartir sur de la physique plutôt et sur une notion d'énergie. Alors, on va dire là, la partie qu'on voit là, elle est un petit peu... Enfin, les deux parties qu'on va voir sur l'énergie, elles sont assez différentes l'une de l'autre. Là, on va commencer par la partie électricité. Cette partie, elle est relativement importante pour l'an prochain pour ceux qui continuent la physique, mais aussi pour ceux qui continuent pas, parce que en enseignement scientifique, vous avez une grosse partie sur l'électricité, sur l'effet Joule, et du coup bien comprendre dès cette année un petit peu ce que c'est l'électricité et les différents paramètres, ben ça va pouvoir vous donner des facilités pour l'enseignement scientifique l'an prochain. Bon, a priori, en tout cas, au vu des terminales que j'ai cette année, ceux qui ont plutôt une formation scientifique, enfin, je pense que vous le sentez peut-être déjà cette année en enseignement scientifique, mais ceux qui ont physique, SVT, NSI, maths, en enseignement scientifique, ils ont plutôt tendance à se balader. Euh, voilà, l'an prochain, ça déroge pas à la règle, c'est exactement la même chose. Si vous avez les sciences, normalement, c'est pas un souci en terminale. Alors, donc on va voir rapidement le cours. Alors je vais pas y passer longtemps, après on passera rapidement sur les activités. Mais au moins ça me permet de faire une petite introduction pour ceux qui ne l'ont pas lu. Alors du coup, ben déjà, ce qu'il faut savoir, ce qui n'est pas forcément intuitif ni connu, c'est que l'électricité, en fait, ce qu'on appelle le courant électrique, ce sont des électrons qui se déplacent. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans un matériau, il va y avoir des électrons qui vont passer d'un atome à un autre et avancer euh, dans le câble, ce qui crée un courant électrique. Donc c'est les électrons qu'on appelle porteurs de charge. Donc c'est eux qui portent la charge du courant électrique, hein, et le fait qu'ils se déplacent, ça génère ce qu'on appelle l'énergie électrique. Alors ce qui va être important de retenir dans toute cette partie sur l'énergie, c'est que le terme énergie en général, on va dire c'est quelque chose qu'on mesure en joules, mais l'énergie elle peut venir de plein de choses différentes. Là, dans le cadre du courant électrique, c'est ce qu'on appelle l'énergie électrique. Vous avez déjà dû voir l'énergie cinétique, il y en a peut-être qui connaissent déjà l'énergie mécanique, l'énergie potentielle. En fait, il y a plein d'énergies de plein de natures différentes. Et là, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment l'énergie électrique qui est due au déplacement des électrons. Alors, ce que vous savez déjà normalement, c'est que l'intensité du courant électrique, on la mesure en ampères. On la mesure à l'aide d'un ampère-mètre. Et en gros, c'est le débit d'électrons qui traverse une surface S. Alors ça, on verra en activité ce que ça veut dire exactement. Et la formule de l'intensité, en fait, c'est n, le nombre d'électrons qui vont passer par un endroit, fois la charge de l'électron. Donc la charge d'un électron, alors c'est pas la charge d'un électron, c'est la charge élémentaire, parce que l'électron il a une charge négative et là c'est toujours positif. Donc c'est 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. Et on divise par le temps. Donc c'est vraiment le nombre, c'est de la charge qui passe par seconde. Donc l'ampère, c'est finalement c'est des coulombs par seconde. Voilà, donc chaque électron porte la même charge, donc c'est pour ça qu'on utilise une seule charge. Bon, ça c'est vraiment la base, il n'y a pas grand chose de plus à dire dessus. C'est bien d'essayer de retenir que voilà, l'intensité c'est le débit d'électrons. Alors là, on va partir sur quelque chose d'un tout petit peu plus, on va dire vraiment technique, dans le sens où on va s'intéresser à un circuit électrique. Euh, donc un générateur de tension continue, c'est une source qu'on va dire idéale si la tension ne varie pas quand on modifie l'intensité. Alors ça, on n'aura pas le temps de faire un TP, mais on peut modifier l'intensité de sortie donc le débit d'électrons à l'aide de ce qu'on appelle un rhéostat, sans forcément toucher à la tension. En réalité, c'est pas possible, mais quand on veut chercher à faire un modèle simplifié, on va parler de quelque chose d'idéal. Donc, si c'est idéal, c'est que ça n'existe pas. Et donc,
cette notion d'idéal, ça veut dire que la tension ne variera pas. Donc cette tension qu'on va appeler E, c'est ce qu'on appelle la force électromotrice de notre générateur. Alors tous les générateurs ont une force électromotrice E. On verra comment on la définit, mais c'est pas une force dans le sens du chapitre mécanique, hein. C'est pas des newtons. On la mesure en volts. C'est vraiment une tension électrique. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire pourquoi on appelle ça force électromotrice alors que c'est pas une force. Mais voilà, ça mesure en volts et c'est ce qui sert à mettre les électrons en mouvement dans le circuit. Donc comme je l'ai dit, en réalité, la tension n'est pas constante lorsque l'intensité varie parce qu'il y a des résistances internes. Donc les résistances, en fait, ça va être en gros des obstacles au passage des électrons. Lorsqu'on s'oppose au passage des électrons, ça va créer du chauffage qu'on verra plus tard. Mais du coup, on perd de l'énergie électrique. Et dans ce cas-là, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que dire qu'on a un générateur qui a une résistance interne, eh bien, on va le séparer en deux parties. On va dire, bon, on a un générateur idéal d'un côté, et c'est comme si on rajoutait une résistance en plus à côté. Donc là, c'est représenté sur ce schéma. Donc ça, à gauche, c'est la représentation schématique d'un générateur quelconque, d'un générateur réel. Et à droite, lorsqu'on le représente comme ça, c'est-à-dire que là on a un générateur idéal, le cercle avec plus et moins, eh bien on lui associe une résistance interne. Mais les deux schémas, ce sont exactement les mêmes choses. C'est juste que dans l'un, on représente la résistance à l'extérieur. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Donc la présence de cette résistance, ça va générer une perte, une diminution de la tension lorsqu'on augmente l'intensité. Parce qu'en fait, la tension aux bornes du générateur, donc au positif et au négatif, c'est défini comme la force électromotrice. Donc si le générateur était un générateur optimal, idéal, sans résistance, moins la résistance interne fois l'intensité. Donc c'est une simple fonction affine. Et donc là, voilà. Donc quand l'intensité vaut 0, ben bon, il n'y a pas de courant forcément, mais la résistance n'a pas d'effet. Et à chaque fois qu'on augmente l'intensité, eh bien, on va perdre une portion de ce qu'on appelle la force électromotrice, c'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de mal à mettre les charges en mouvement. Donc ça, j'ai expliqué. Et en fait, finalement, pour ce qui va nous intéresser, c'est de définir les caractéristiques. Si on a besoin de définir les caractéristiques d'un générateur, ça s'appelle tracer la caractéristique expérimentalement. Ce qu'il va falloir faire, c'est relever plusieurs valeurs de la tension pour différentes valeurs de I. Alors là, je vais passer sur la feuille de calcul. Voilà. Alors, donc là, je vais prendre celle-là en premier. Hop, voilà. Je vais prendre celle-là. Alors, il faut s'imaginer, voilà, j'avais mon générateur, j'avais un rhéostat qui permet de modifier euh, l'intensité, et donc j'ai mesuré. Donc, quand j'étais à 1 ampère d'intensité, j'ai relevé 217 volts. Et je fais ça pour différentes valeurs d'intensité. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que plus j'augmente l'intensité, jusqu'à 12 ampères, plus la tension diminue. Parce qu'en fait, la résistance, elle récupère une partie de l'énergie électrique. Et donc ce que je fais, une fois que j'ai fait ça, c'est que je trace ici ma tension. Pardon, là je me suis trompé. J'ai oublié de corriger ça. Là, c'est pas une... Alors là, il y a une petite erreur dans le graphique. Je vais modifier ça. Alors là, c'est pas l'intensité en volts, bien sûr, c'est la tension en volts. Voilà. Donc là, j'ai tracé l'intensité en fonction de la tension en fonction de l'intensité. Donc ça nous fait les points qui sont là en bleu. Et pour la caractéristique, ce que je fais, c'est que je fais la courbe de tendance. Donc là, sur Google Sheets, qui est l'équivalent Excel de Google, hein, la formule apparaît là avec le R carré ici, donc c'est pas mal, on est à 0,99 quasiment. Et donc là, qu'est-ce que je vois?
Donc là, je vois que la formule, ça me donne moins 3,21 fois x plus 221. Donc là, ce qu'il faut, c'est se dire que je le retourne dans l'autre sens. C'est 221 moins 3,21 fois l'intensité. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, si je reviens ici, mon E, ici, dans la formule, il vaut combien? Donc là, il faut prendre cette formule-là. Dans moins 3,21 fois x plus 221, le E, c'est quelle valeur ici? Est-ce que c'est le 3, moins 321? Est-ce que c'est x? Est-ce que c'est 221? C'est 221. Voilà. Donc ça veut dire que mon générateur, si c'était un générateur idéal, il aurait apparemment une tension de 221 volts. Sa force électromotrice, c'est 221 volts. Le 321, du coup, ça correspond à quoi? Est-ce que ça correspond à R ou est-ce que ça correspond à I? Bon, d'ailleurs, je prends. Ça, ça correspond à R. Voilà, ça correspond à R. Donc là, ça veut dire que mon circuit, enfin mon générateur a une résistance de 3,2 ohms. Et le X, en fait, c'est l'intensité. Donc là, euh, tac, 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 je vais juste mettre à jour ça, histoire que ça récupère les bonnes données. Voilà. Euh, et donc là, voilà, ça représente finalement, c'est comme ça qu'on peut établir la force électromotrice d'un générateur, c'est seulement de manière expérimentale, et sa résistance interne. Bon, alors là, moi, c'est quelque chose que j'ai fait de manière informatique. J'ai mis une fonction aléatoire pour générer les petites erreurs de calcul, on va dire, enfin les petites erreurs de mesure, euh, mais c'est pas très important. Voilà. Et donc là, on tombe sur une tension, on trouve la tension, la résistance interne et X évidemment, c'est l'intensité. Bon, là évidemment, du coup, il faut que je change ça parce que ça a bougé. Euh, c'est pas très important, mais on va le mettre. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà fait. Enfin, on l'a pas fait sur ce type de problème, mais relever des points et trouver la loi, on l'a déjà fait pour d'autres sujets, et vous allez le refaire un petit peu après. Donc là, pour ceux qui auraient oublié, le symbole pour les hommes, c'est oméga, la lettre grecque oméga. Et du coup, la résistance interne, ça peut causer l'échauffement de la source de tension quand l'intensité augmente. Ce phénomène de chauffage, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Une partie de l'énergie électrique est donc transformée en énergie thermique. Et si du coup la tension baisse de manière trop importante, c'est-à-dire que vous allez brancher un appareil qui a besoin d'une forte intensité comme un four, un radiateur, etc., eh bien votre source de tension peut devenir insuffisante si sa résistance interne est trop importante. Euh, Alors, on attaque la dernière partie sur la puissance et sur l'énergie électrique, d'ailleurs avec un S, vu qu'il y a puissance et énergie. Donc, la puissance électrique, ça correspond à l'énergie reçue ou émise. Donc, l'énergie reçue ou émise, c'est mesuré en joules par seconde. L'unité de la puissance, c'est le watt. Et les ordres de grandeur des puissances auxquelles nous sommes confrontés, ça peut être très variable, hein. Là, je vous ai mis quelques ordres de grandeur. Alors, votre calculatrice elle a une puissance de l'ordre du milliwatt. Une lampe de poche, ça va être 1 watt. Votre électroménager, c'est-à-dire les fours, les radiateurs, les lave-vaisselle, etc., c'est de l'ordre de 1000 watts. Un TGV, c'est de l'ordre de 1 million de watts, et une centrale nucléaire, ça va produire de l'ordre de 1 milliard de watts. Donc, bon, là, j'ai rajouté une source, et après, je parle des appareils qui utilisent la puissance, mais bien évidemment, il s'agit que des choses qui consomment la puissance. Euh, il n'y a jamais aucun appareil qui utilise 100% de la puissance de manière utile. Il y a une partie de la puissance, donc comme on l'a dit, qui est perdue car elle est dissipée, convertie en chaleur par l'effet Joule. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Le seul moyen de l'éviter, ça serait d'avoir des conducteurs parfaits, ce qu'on appelle des supraconducteurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, il faut les refroidir quasiment au zéro absolu.
pour qu'ils soient efficaces. Donc on ne peut pas s'imaginer les utiliser dans la vie de tous les jours. Donc ce qu'on appelle le rendement, c'est le ratio entre la puissance ou l'énergie, peu importe hein, ce que vous utilisez, utile, donc ce que l'appareil utilise pour fonctionner, et la puissance qu'il a reçue ou l'énergie qu'il a reçue. Et évidemment, ce rendement est forcément inférieur ou égal à 1 parce que l'appareil ne peut pas fournir plus d'énergie que ce qu'il en consomme. La chose par contre qu'il faut bien retenir, c'est que globalement quand même, l'énergie se conserve. Et ça, c'est une règle fondamentale en physique, c'est que l'énergie se conserve. C'est-à-dire que l'énergie dissipée plus l'énergie utile, ça va être au total l'énergie qu'a reçu l'appareil. Donc ça, il faut bien le garder en tête. Hein, c'est vraiment un principe fondamental de la physique qui est super important. C'est qu'on n'a pas d'énergie perdue. C'est qu'elle s'est transformée en autre chose qui ne sera pas forcément utile, mais c'est pas perdu, ça n'a pas disparu. Donc en fait, ça, bon, petite parenthèse, c'est qu'en fait, du coup, ça veut dire que dans l'univers, il y a une quantité d'énergie fixe et tout ce qui se passe au fur et à mesure, c'est qu'il y a des conversions dans un sens, dans l'autre, etc., etc. Bref. Donc en général, évidemment, l'effet Joule, c'est quelque chose de négatif. Hein, on gaspille de l'énergie. C'est-à-dire que, bon, là par exemple, mon ordinateur fonctionne. Sûrement que la carte graphique chauffe un peu parce que je filme, j'enregistre en même temps le cours, etc. Euh, eh bien, cette énergie de chauffage, elle est perdue parce que j'ai pas besoin de chauffer la pièce où je suis. En tout cas, pas grâce à l'ordinateur. Mais par contre, il y a des applications où c'est absolument nécessaire. Hein. Les radiateurs électriques, les fours, les grille-pains, les anciennes ampoules, celles qui étaient à incandescence, etc., etc. Ça utilisait justement l'effet Joule comme énergie utile.